on va pas se mentir. Mais c'est de bons outils, donc c'est cool. Donc c'est un truc pour faire essentiellement des terrains. Donc comment ça se passe, c'est qu'on a des petits machins que j'appelle des carpettes. C'est des surfaces. On peut créer des points. Ah, j'ai perdu la sélection. Ça commence mal. Je crois que j'aurais dû enlever le background. On crée des surfaces et ça texture tout, joli machin. Ça fait remplissage et détourage. Ça change de texture en fonction de l'angle du machin, l'angle du plat. Ça a un coup sur ta machine ici. Donc voilà le truc général. Donc il y a plein de choses intéressantes dans tout ce bordel. Il y a l'éditeur. C'est là qu'on voit à quel point Unity c'est extensible, c'est qu'on peut se brancher un peu dans n'importe quoi pour redéfinir les choses, ajouter des points de contrôle comme ça, des points de générer des mèches, tout ce qu'on veut. Là j'ai des petites. On peut dessiner des choses dans la simu, je ne sais pas si c'est pas très connu. Donc là par exemple ça me permet de masquer le tout par défaut là qui sont là, off, pour éviter de se prendre les trucs de gizmo de déplacement alors qu'on est en train d'essayer de voilà. Donc sinon au niveau du rendu on a d'autres trucs sympas aussi, donc on part sur de la 2D mais en perspective. Notre système de terrain qui génère de la mèche qui en fait est on a des gros problèmes de clipping. Vous ferez comme si vous n'aviez pas vu. Voir un truc un peu plus permissif. Donc là on a du biseau. C'est beau. Et bon, vous voyez pas, mais il y a un truc super waouh qui fait que ça sorte. J'ai deux mèches en fait, une pour le remplissage, une pour le contour, qui sont sortées correctement, bien que la mèche de remplissage intersecte la mèche de contour, et donc normalement ça devrait faire des trucs cracra et ça le fait pas. Je sais pas si vous avez essayé quand vous faites de la 2D, même de la 2D, dans Unity, vous passez la caméra en perspective, quand deux sprites qui sont proches. En fait, le sorting il est fait à la distance à la caméra. Donc, des moments il y en a un qui passe devant, l'autre après des moments il passe derrière en fonction de la connexion. Et là, il a hacké, c'est pour ça qu'il y a des problèmes de clipping d'ailleurs. Voilà. Il va se mettre juste avant que la caméra rentre, il change le point de pivot du collider du mesh, et après il va être mal remis. En gros, quand on veut faire de la 2D dans un moteur 3D, on veut contrôler l'ordre de rang. Et Unity n'a pas forcément des trucs très accessibles là-dessus. Donc on développe nos propres solutions. Qui sont imparfaites, mais on va y arriver. Du coup, c'est fait au niveau des instants pivot, au moment du rang. C'est ça. Le pivot du collider. Au moment du pas le transfert. Du play-club. D'accord. Parce que tu as des colocs un peu partout. Je sais pas ce que là, donc normalement, là je pense justement avant ça marchait mieux que ça. Tu es gueulé en fonction de ton volume pour bénéficier de ça. Mais après tu trafiques ton point de pivot pour changer ton sort. Ton caméra elle va évaluer en fonction de la position, de la distance au centre du collider. Le Q-render aussi dans le shader. Tu as toutes tes frises qui vont être au-dessus du. Le Q-render, le problème c'est que nous on veut être sorti sur Z, mais sur notre Z, pas sur le Z de la gamme. Ouais. Et donc bref.
apparemment si. Pourquoi je vois là. Ah oui, un autre truc là que j'ai fait, c'est mes mèches sont dans les sous-objets de mon truc principal. Et en fait, pour pas se faire chier, quand on sélectionne, moi je veux être. Je veux que celui qui contrôle, c'est le principal justement. C'est là que j'ai mes points de contrôle, etc. Je veux pas voir mes mèches. En gros, normalement, quand on sélectionne de la géométrie sur une outil, ça. Je sais pas. Attends, en fait, il faut que je fasse un background. Ah, voilà. Je sais pas. Bon. Normalement, quand on sélectionne, il faut sélectionner la géométrie. Et la plupart du temps, ça ne t'intéresse pas parce que tu l'as déjà vu comment je changerai. Donc, j'ai hacké l'éditeur pour dire ouais, mais alors quand tu sélectionnes ce mèchement dehors, en fait, moi, ça m'intéresse, c'est lui. Comme ça, j'accède à mon contrôle. Et donc, ce que je voulais montrer, c'était si je dirais voilà à quoi ça ressemble en théorie. C'est que mon remplissage devient par-dessus mon contour. Parce que c'est sorti par défaut, quoi. Donc voilà, on a un composant qui nous permet de maîtriser l'ordre de soi. Voilà. Non, il y a deux codes. Custom mesh toujours là. Sinon, donc. Et du coup, je sais pas, parce que l'étape d'après, ce que tu voulais faire, c'est ne plus avoir ces deux sous-objets là qui ont des mèches, mais faire directement des graphiques raw mesh. Ouais. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà utilisé les graphiques raw mesh ou pas. C'est pas encore la question. Parce qu'après, tu as tout le picking en fait. Tu as fait tout le picking Unity des objets que tu dessines, tu ne passes plus dans le pipe. Ouais. Donc on essaie de trouver. En fait, on a vu cette semaine. Je vais faire la démo. Un peu mieux. Alors, on va faire un modèle. On va ajouter une super composante qui s'appelle carpet. Bravo. Carpet. Donc carpet, qu'est-ce que ça fait, ça me permet juste de définir des points. Magnifique. Et après, je rajoute une composante sur le fil, le remplissage. Et là, je dis, crée-moi une mèche qui va avec. Donc là, il m'a créé un petit truc. Et je lui ai donné un matériau. Texture de l'œil. Pourquoi elle est si grosse? Ça fait bien, ouais, c'est bon. Voilà. C'est la bonne texture de test. Ah, elle est décalée. Hop. Et je me suis demandé qu'on me trompait de texture. Qu'est-ce que je veux me dire? Voilà. Là, on a des trous dans la texture, là, des trous d'alpha. En fait, le picking, la sélection en vue 3D prend en compte l'alpha. C'est un truc qu'on a découvert en Unity. Donc si j'ai un cube derrière, par exemple, et je vais le sélectionner ou le sélectionner ça. Bon, ce qui est en soi très bien, hein, si on a des fenêtres et voilà, on a déjà bloqué. Donc voilà, tout ça pour dire que tu parlais du gros mesh. Si en fait on rend la géométrie procéduralement, sans passer par les renderers, on n'a pas le picking. Parce qu'il n'y a pas d'association entre qu'est-ce qui est rendu à l'écran et à qui ça appartient en fait pour que je puisse le sélectionner ici. Donc, ouais,
qu'eux, ils font du graphique sur mesh en masse. Et il nous a dit, nous, en fait, on se sert que de hiérarchie pour sélectionner nos objets. En fait. On n'a pas résolu le problème. Donc les mecs qui designent, ils utilisent que l'onglet hiérarchie pour sélectionner les objets qui sont dans la 3D. Donc c'est tentant de piquer quand même des trucs dedans. Ben, Ça interdit ça. Sachant que nous, on veut justement en permanence éviter de la topologie dans la team view, donc c'est pas possible de ne pas pouvoir sélectionner. C'est vraiment trop pénible. Donc là, du coup, on rajoute un truc qui s'appelle le proxy picking, hop, et qui, tout seul comme un grand, quand je le sélectionne, pas du coup, nous sélectionnons pas. Ça, c'est chouette. Et ça marche que si je sélectionne dans la scene view, qui me permet quand même de pouvoir inspecter mon machin. Si je sélectionne ici, il va me laisser le sélectionner tranquillement sans rien. Donc voilà, on peut se brancher dans plein de bordels pour faire ce qu'on veut. Et là, ça semble être un peu un truc qui sert à rien, mais après, quand tu es en production dans un pipe, c'est le truc à chaque fois, il ne te sélectionne pas ton truc. Tu fais 1000 fois par jour, et que 1000 fois par jour, tu modifies à la main le truc parce que tu en as marre. Ah oui, mais ça. Genre aujourd'hui, j'ai mis des trucs sympas. C'est une de devoir répéter les tâches. En fait, on a des coraux pour les designers. Sinon, bon, on a un début de truc super cool. Je vais vous montrer les faits, après je l'arrête parce que ça marche pas tout le temps. Hop là, oups. Donc si vous avez votre joli terrain, oh mon dieu, le gars, mon joueur il a monté, et puis il va arriver sur un petit plateau, puis il va avoir une super descente avant d'avoir plein de nouveaux. Hop hop. Ah oui, un truc que je vais pas montrer là, mais c'est on a de la collision pour ça. C'est-à-dire que ça me génère une collision automatiquement sur les lignes. Donc si je balance des box, donc pour l'instant on bosse sur box 2D. On n'est pas encore vraiment super déterminé si on va être les box 2D, la physique. C'est un truc tout en un de graphe plus collision. Donc, je vais faire. Ah oui. C'est quoi votre idée? C'est un moteur de physique 2D. Qui est intégré? Non, qui n'est pas intégré, mais c'est un truc open source qui existe depuis longtemps, qui marche bien. Il y a déjà des portages d'outils. Il y a un portage C# qui existe depuis pas mal de temps, qui est à la base fait pour XML, qui marche bien, qui, d'après les benchmarks, marche mieux que la version C++. C'est quand même assez intéressant. Bref. Et du coup, ça fait que c'est comme dans Unity, j'ai essayé la physique 3D avec Physics. Bah, après, c'est la même chose, sauf que Unity, au lieu d'être une sphère, ça sera un cercle, d'être un plan, ça sera une line. Et ça se passe sur Je peux le montrer en fait vite fait. Ça marche. Donc mon truc là, il génère une collision. Je le file. Alors, le portage qu'on utilise, là, je suis pas super fan. Donc il faut ajouter un composant de box 2D, concave shape. Donc une forme concave, c'est-à-dire une forme concave. Une forme complexe en gros, qui n'est pas justement juste une box ou un cercle ou une forme simple qui soit complexe. C'est super passionnant, je vois. C'est les mains. Donc là, voilà, je lui dis machin. Je mets un composant de collision. Là, j'ai des bons vieilles erreurs de partout. Et là, en fait, il m'a généré des shapes. Ouais, c'est justement. Donc ça, c'est une primitive. Le box 2D est capable de faire tourner. Donc, on peut faire la collision là-dessus. Et celui-ci. Il y a un trou d'ailleurs. Parce qu'en fait, il n'y a pas de trait de collision qui est en bas. Ah, les lignes blanches sur le parce que dessus. j'ai pas closé ma polyline peut-être. C'est ça. Ouais, il manque un plus 1 dans le fort. Mais
sais pas, en fait, plutôt que de faire chier avec ça. Ouais, je dois avoir des scènes de test quelque part, c'est intéressant. Du coup, ouais, je sais pas si on a fait des platformers. Ouais, le sac. Ouais, si vous voulez voir de BoxCD, c'est vraiment super facile à utiliser. Une fois que c'est intégré dans le système, c'est vraiment aussi simple que créer un objet qui est à tel polygone, simule-le, et en fait, tu places les objets dans la scène et il fait tout le reste derrière. Là où c'est bien dangereux avec BoxCD, c'est quand tu laisses, pour un platformer, tu laisses ton perso être géré comme un rigid body quelconque. Oui. Et ça commence à faire des trucs. Mais il y a moyen de genre, faire ça, c'est-à-dire qu'il y a des objets qui sont. Ouais, kinématiques, c'est. Ouais, voilà. Donc c'est pour ça qu'on verra si on utilise. Pour l'instant, c'était vraiment. On a juste testé, voir, évaluer si on allait pouvoir s'en servir. A priori, bon, je pense que ça va faire ce qu'on veut. Je me suis vraiment plutôt concentré sur l'aspect visuel pour l'instant. Déjà, de toute façon, on n'a pas de contrôleur dans notre personnage, donc c'est pas vraiment la peine de se chercher. Ouais, alors ce que je voulais montrer depuis. Donc, j'ai mes petits points de contrôle là, qui sont à moi. Là, c'est juste pour au cas où. Hein. Il y a pas de, j'ai pas besoin d'avoir des sous-game objects et d'avoir un truc super lourd de trucs sérialisés foufou. J'ai mes notes qui sont juste un vecteur à une tangente. Alors une tangente, justement, pourquoi? Donc quand je le drag and drop, ça vous paraît con, mais moi je me suis bien fait chier pour réussir. J'ai mon node sélectionné là, et du coup je peux l'éditer et je peux dire ce node là, en fait, il est smooth. Putain, je suis Merci. Ça fait chaud au cœur. Parce que sur la main, ils ont voulu pas ça. Et donc sinon je me mets en broken et je dis que mon côté de gauche il est linéaire, comme ça il est aligné avec mon choix. Et là j'ai dit beautiful, que mon perso il va arriver là, il va faire un jump et bon on fait un jeu pour les enfants qui va pas avoir de jump mais non mais c'est super bon. Non mais Voilà, par voilà. exemple dans la même typiquement les designers ce qu'ils faisaient quand ils voulaient faire ça, c'est qu'ils rajoutaient plein de points à la main. Voilà. Des points comme ça, ils ont rajouté une infinité pour que ça fasse une courbe. Et après quand ils veulent bouger un morceau de courbe, je pense que la multisection marchait pas ou je sais pas. Bah c'est toujours mieux d'avoir des points que d'avoir un truc à faire. Bon, s'il y en a qui se Au niveau des barres de pour quand ils voulaient pas que les cours, vous avez pas les démarqués partout. Ouais, non, c'est juste ça, j'ai envie de faire. Parce que c'est ce que je disais sur le monde, Non, mais bon, après, il faut faire attention, il faut se limiter, parce que là, tu vois tout de suite, ma géométrie, c'est devenu de la folie. Là. Donc après, tu peux régler ça pour dire non, un petit peu moins, s'il vous plaît. Faut dire, on va rester raisonnable. Si quelqu'un a un bon algorithme de Bézier fit, Prenez un peu. Parce qu'il y a des trucs pour dire, pour adapter tout seul la décellation en fonction de la courbure. En gros, si tu fais un truc qui est tout droit, bah, il ne va pas te déceler parce que c'est pas la peine. Et puis si tu fais un truc avec un gros virage, il va te mettre un peu des points pour suivre la courbe. Et la collision, du coup, là, elle ressemble à quoi? La collision, elle marche pas. J'ai fait Statham, le Bézier. C'est la peinture est fraîche. Donc c'est pour ça que je vous disais, je voulais vous montrer 2 secondes, mais c'est pas. Bon, il y a le Autosmooth. Je crois que je suis en train de faire des points hyper éloignés. Je suis en une espèce de scale de malade. Et tu peux faire de la multi-sélection, quoi. Si tu sais faire, ça m'intéresse. J'ai pas vraiment réussi. Le truc de Handles de Unity, ça c'est la librairie qui s'appelle Handles. C'est super intelligent, franchement c'est du bonheur en art. Après il y a des trucs quand tu veux contourner, tu veux faire des trucs pas trop simples, c'est faut comprendre comment ça marche. Ça, tu pouvais pas sélectionner les pages aussi avant de. Ah oui, attention. Allez non, parce que je suis en Bézier. Allez, c'est parti, le truc qui marche plus. Attends, je vais me remettre. Ah oui, alors j'ai un petit truc, c'est qu'il faut que je drague le point avant d'avoir ce truc là.
Mais vous n'avez pas vu, ça marche Ouais, pas. je travaille bien, c'est ça, c'est des choses de côté. Si tu veux faire un livre, un dégage. On fait les couches de points en même temps, comme il n'y a pas de multi. Ah, ça c'est performance. Donc en fait, les handles. Bon, Il n'y a pas c'est peut-être pas intéressant. Ça marche le même principe que le oui, c'est du mode immédiat. Si tu dis je drone un truc à une certaine position, tu me renvoies sa nouvelle position. Donc en fait, et en plus il y a un truc génial, c'est que tu dis je set la matrice de mon objet, là tous mes nodes ils sont stockés en local, ça me permet de. Je sais pas, afficher de si je déplace ça là, mes points n'ont pas bougé. Parce que tout ce bordel que je suis en train de faire là, c'est edit only, je vais générer ma mèche, mais après au runtime, si je veux déplacer un morceau de topologie, je ne veux pas avoir à recalculer tout le bordel. Parce que de toute façon, les mèches sont rendues en local dans Unity, donc voilà, tout est en local. Tu dis juste handles, voilà ma matrice, je suis en local forward, machin. Tu lui balances tes points, il te les rebalance de nouveau transformé dans le sens en local. Et t'as plus qu'à l'affecter en fait directement. Tu dis ma pause, elle a changé, mais enfin limite j'ai même pas besoin d'être au courant que ça a changé, je m'en fous. Ça te gère le coup, c'est juste la folie. Hop, ouais, ça aussi, il y a des gens qui ont et en fait, donc c'est un principe un peu dur à cacher au début, c'est qu'en fait tu lui dis je dessine un truc. Et à chaque draw, en fait, tu lui dis à quelle position tu te trouves de la souris. À quelle distance, pardon, tu te trouves de la souris. Et comme ça, lui, il va highlighter en fait le plus proche. Et du coup, pour une line, bah, en fait, il en a rien à foutre. C'est pas, tu n'as pas une primitive zone active de ligne ou quoi que ce soit. C'est juste à toi de dire, je calcule ma distance à la souris de mes deux points. Voilà, avec il a des algos de ligne, intersection, machin. Et direct, il te donne la main. Et en fait, c'est comme ça que tu peux avoir un handle comme le gizmo de base de Unity qui est. Tu peux lui filer plusieurs distances pour le même truc. Ça, c'est beautiful. Donc en fait, c'est le même objet là, le petit oui là, le spawn et la barre. C'est juste qu'il donne deux distances. Il dit bah là j'ai un petit cercle de hotspot et la barre j'ai une distance à la souris. Si vous touchez un jour au handle, vous le saurez parce que moi j'ai mis un peu de temps à capter comment ça marche. Donc voilà, maintenant que j'ai viré mes léger, que je suis passé en mode normal, après je dis hop, je rajoute du outline. Alors j'ai pas de mèche. Un truc sympa, quand on réduit un script, on perd son résumé. Faut le savoir. Donc je crée ma mèche de outline. Donc là j'ai un truc qui fail grave, c'est qu'il est censé le mettre à 0 ce truc là. Je me remets en variable. Donc là, je donne la ratio de ma texture. Je ne le calcule pas tout seul parce que je préfère laisser le choix de dispatcher si on a envie. C'est pas vraiment. Ça merde un peu. On l'a pas vu. Ah, mieux. Je regarde. Donc voilà, ça me fait du machin là. Après, je peux décider de mettre du vidéo. Et en fait, je peux en ajouter plusieurs trucs. Du coup, sur le isotherme, c'est juste parce que comme on peut utiliser une caméra perspective, tu bouges les points. C'est un petit côté parallaxe sur des bords. Le sol, il n'est pas statique, il bouge un petit peu. Ça fait que si tu éclaires, c'est bon côté du sol.
crois qu'ils vont pas aller faire des éclairages, on fait des éclairages pas avec des normales. Mais pour l'instant, ça sert. Mais peut-être qu'on verra. Mais ouais, c'est principalement pour le parallaxe. T'as l'impression que le terrain il bouge un peu. Tu fais des comparatifs de Manon, tu fais des... Voilà, vous n'avez rien vu, j'ai un léger souci de régénération, machin chose. Si je désélectionne mon component, ça me désélectionne, ça me désactive mon machin. Ouais, je peux en mettre deux de ces trucs. On a tout dessus. Et je peux décaler le Z de mon truc là. Alors, attends, alors, celui-là, il a pas d'instrument, par contre, il a un boss. Merde, je suis tombé. Ah non, je suis pas tombé. Et là, c'est le drame. Voilà. Là, on se retrouve avec. Bon, c'est une vue d'esprit, hein. On va mettre un petit peu de hardware parce que là, ça chie pas. Mais on se retrouve avec du terrain, avec un joli remplissage, un petit bout de chemin pour marcher et un point derrière. Ça, c'est entièrement ton algo, c'est pas les fonctions politiques qui t'ont aidé, qui sont vraiment facilité la vie pour faire ton. Non, non, ouais, non. Mais c'est juste pour montrer que c'est carrément accessible de générer ta mèche, de faire tout ce que tu veux. Il y a un très bon tuto vachement accessible que j'avais fait au début qui te fait créer une étoile, tu rajoutes des points, tu les manipules, tout ça. Souvent, tu vois déjà la performance des angles et tout ça. Ça au cas où il y a des Ah oui, oui, Star, ouais, je l'ai vu cet après, le Star Tutorial. C'est assez court, et puis en fait. Ouais, non, il est bien écrit. Il est bien écrit. À tel point que le mec, il doit en vivre parce que c'est pas possible d'avoir passé un temps pareil. Il a tout un dictionnaire de qu'est-ce que c'est que cette fonction j'utilise. La lumière, je me l'enverrai. Donc, pour rendu. Du coup, ouais, là, ça, c'est juste pour générer, pour simuler du sol et simuler un arrière-sol proche. Bah, si, ouais, un sol et un plan. Encore une fois, s'il y a des questions, allez-y. Ouais, si tu déplaces ton point en Z, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas faire ça. Je suis pas sûr, est-ce qu'on va le faire ou pas? Parce que j'ai pas envie de faire un modeleur 3D. Ce que j'ai envie de faire, c'est. Si tu veux, c'est genre. Tu bosses sur un plan, mais tu vas pouvoir faire une torsion comme ça. Pour moi, ça n'a pas de sens d'arbitrairement déplacer un point en Z et pas les autres. Donc pour l'instant, j'ai un super bidon là, force Z, force de D, qui nullifie le Z et on en parle. Mais sinon, si tu forces pas, ça se passe. Et ben, rien ne m'empêche d'aller filer du Z à un point. À vrai dire, ça va un peu dépendre du film. Là, tu vois, je pense qu'il est en train d'en prendre parce que ça commence à décoller au niveau de la. Mais no fear, force Z, force de départ. C'est ça. Toi, t'es parti avec Clara, du coup, tu peux aller un petit peu comment c'est. Ouais. Attends, avant ça, je vais montrer le truc haut. Donc on a un autre mode, je sais pas. Si on se remet en mode normal, je peux contrôler en fait l'exclusion de. C'est-à-dire à quel point je suis éloigné du truc. Vous voyez qu'il y a une grosse. Des fois je suis éloigné du point de contrôle en min et en max. La texture s'adapte tout seul à la largeur du machin.
vu qu'il coupe. Après, ça fait une distorsion, mais. Voilà, ok. Voilà, c'est ça que je veux faire. Il y a une grosse. Comment ça s'appelle? Spacing, je sais pas quoi. Bref. Donc on a. Ça c'est le contour simple. On a un contour plus waouh. Qui comment ça c'est pas. Qui du coup j'ai besoin d'une texture plus waouh. Voilà, donc celle-là, ce qu'il fait, c'est du coup, il dit. Donc il dessine. Le cas, il est pas bon, donc il dessine déjà. Je vais peut-être montrer la gueule de l'animation. Donc voilà. Ça, c'est une texture avec du dessus, du gauche, du droite, du dessous, des coins extérieurs, des coins intérieurs. Et en fait, donc voilà, là typiquement il dit je dessine du plat, je dessine à peu près tout droit, sauf là où je vais être plat à plat, donc je distorte un peu parce que pour m'adapter quoi. Et là il dit je vais passer de plat à gauche, donc je mets un coin. Voilà. Ça fait une distorsion, hein, c'est pas du perfect mais c'est le job. Tu peux régler ou tu appelles la partie de la texture ou... Non, là c'est la 3D, je look at Taiwan direct. Parce que de toute façon, alors, mais en fait c'est aussi pour ça qu'on fait. Donc voilà, ça c'est un petit peu imitable à dessiner quoi. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que notre artiste dessine ça. C'est déjà plus compréhensible. C'est un cube avec des coins extérieurs et des coins intérieurs. Et là on a un asset post-processor qui en fait. D'ailleurs, je peux pas le faire, je peux pas éditer là-dessus. C'est un PSD, je doute que ce soit réglé. Ah. Bien. Déjà, il y a tu regardes là. déjà le fluor et le. Ouais, je rentre avec. Bah, si, avec celui-là. Bon. Je pense que tu peux l'enregistrer, tu peux l'enregistrer dessus. Non, mais ils vont nous croire sur parole. On a des gens de confiance. Quand on édite ça, dès qu'on sauvegarde, c'est catché par le pipeline d'import. Et ça dit, hop, moi je le redécoupe autrement et je le re-sauvegarde dans machin opaque. C'est lui qui redécoupe. C'est moi qui redécoupe. Tu choisis exactement. Ouais, dans Unity, tu as une callback qui est post-process, comment ça s'appelle, qui à chaque fois qu'il y a un fichier qui est modifié dans ton projet, il va te pinguer toi, même si tu n'es pas intéressé, donc c'est à toi de vérifier l'extension du truc, le pass ou je sais pas quoi. Si tu sais que c'est une texture PSD, par exemple, il identifie un PSD et il dit il est dans tel dossier, dans tel endroit, tu dis je veux faire telle action. Donc c'est comme ça qu'il marche quand tu rajoutes une image dans Unity, il va te générer des trucs des fois où quand tu ramènes dans des choses, quand tu modifies un script dans Unity, en C#, tu modifies, tu mets dans Unity, tu vois qu'il est en train de nominer, ça passe par ce même pipe. Il voit qu'il y a un fichier CSS qui est modifié, et limite, toi tu peux te brancher dessus, tu vois, quand il y a un fichier CSS qui est modifié, tu peux en faire n'importe quoi, générer des textures ou ce que tu veux, ou éteindre Unity, parce que non, on n'hésite pas les fichiers CSS. Donc c'est assez flexible. C'est un des trucs les plus fucking puissants du pipe d'Unity. Enfin, l'import d'Unity, c'est un des premiers trucs qui fait que les grosses prods, enfin les gens qui génèrent beaucoup de data, ils viennent là, c'est qu'ils peuvent générer la data de mille façons différentes et c'est tout catché. Et c'est extensible, ça c'est vraiment le deuxième point. Là, donc, justement, pour je vais montrer un peu. Donc j'ai un post-processor. C'est un asset post-processor. Donc base parce que nous on a
On va avoir relation, peu importe. Et en fait, ça va dire On post-process texture. Donc ça, c'est un truc qui est balancé par Unity. On a un ping du genre. Telle texture est en train d'être importée. On a accès à un asset importeur qui nous donne tout ça, toute la data sur quel type de texture c'est, est-ce qu'il y a de l'alpha, machin, est-ce qu'il y a des micmaps, machin. On peut changer. Donc en fonction par exemple de convention de code, si mon truc s'appelle alpha-bas texture, et ben, je vais dire cette texture-là, tu la mets en format DXT5. Ça évite de se taper tout à la main à chaque fois. Si c'est texture, tu peux changer des settings. Si c'est une texture de GUI, qui est par exemple dans un dossier identifié comme étant un dossier de GUI, ben, tu vas pas me la scaler en PowerFlow parce que moi je vais l'afficher en pixel perfect. Et donc là, en l'occurrence, on m'a dit, est-ce que dans la user data, un autre truc relativement nouveau, très peu connu, c'est qu'on peut associer de la data à n'importe quel asset. Si dans ma user data il y a un certain marqueur que je définis, alors tu me l'as converti, bon ça c'est mon bordel. Converti là. Donc là je dis je découpe ma texture en morceaux, mon cube je les découpe en 4x4 et ces morceaux là je vais les mettre là, ces morceaux là je vais les changer. Et donc en fait, typiquement on marque, je marque ma texture là, avec un petit menu, je marque que ça c'est un contour de carpette. Et ce qui fait que la prochaine fois que c'est importé, il va me faire un repack. Et pour le tiling, comment ça marche en fait? C'est à l'artiste de s'arranger pour que le tiling soit correct quand il est ici. Il y a une contrainte de distance entre les deux. Donc en fait, donc là, bon, à l'évidence, ça taille entre le point et ça taille entre là et là. C'est à lui de se démarrer pour que ça taille entre là et là. S'il y a des experts de Photoshop, je suis persuadé qu'il y a moyen de faire un script Photoshop pour te permettre d'éviter cette portion-là en tant que taille. Ouais, pour une texture complète, est-ce que c'est possible de le définir pour un morceau de texture? Parce que là on a des tas de contraintes. Il faut que ça taille entre ça et ça, il faut que ça taille entre ça et ça. Il faut que ça taille entre ça et ça, il faut que ça taille entre ça et ça. Et on aimerait bien pouvoir tailler sur des demi-morceaux. C'est-à-dire que ça taille. Comme ça. Parce que là, en fait, on a la contrainte de dire si tu veux faire un morceau avec 2 points, et ben, je suis obligé d'afficher 2 mètres de texture. Enfin, si, voilà, bon, un carré là, c'est des plans 4 carrés, le carré c'est 1 mètre. Je suis obligé d'afficher 2 mètres de texture entre les deux pour rien, 2 mètres pour rien. Donc, le truc qu'on veut faire, c'est de faire des demi-trucs. Donc, ouais, c'est clair que pour l'artiste, c'est taille master. Mais c'est hyper puissant. Avec une texture là, tu fais des kilomètres de terrain et tu vas finir par voir que c'est même partout, mais ça va. Ouais, du coup, tu peux changer plusieurs textures sur différentes. Tu pourrais très bien faire le même cube avec 4 répétitions là au lieu de 2. Ouais, tu peux pas jouer sur les plateformes, mais plusieurs textures différentes. Ouais, tu peux originer un meilleur truc. Hein. Après, je sais pas si vous avez vu récemment sur Unity, il décrivait justement un pipe basé sur d'un côté dans Photoshop. Le mec il avait pour faire un Hidden Object Game. D'ailleurs j'ai vu passer David dans les commentaires. Tu as 50 layers dans Photoshop, tu as un script qui dit boum, j'exporte ça en 50 fichiers. Et dans Unity, il te lit le truc et il te pack tout ça en une seule scène. En fait, parce qu'il a des règles de tag qui sait que. Enfin, encore une fois, le pack d'un plan pour automatiser la data, c'est vraiment essentiel. Ouais, carrément. Ils ont en fait par exemple, si tu as un hidden object, il va avoir un aspect, un état, je suis visible, un état, je suis highlighté, et un état, j'ai été shooter. Et tu as 3 layers, nommés pareil, machin. Et
et tout ce bordel-là, il te l'exporte, il te fait un import, il te fait des GameObjects avec tout ça. Enfin, c'est vraiment du faisable. Donc t'as l'approche, soit tu scriptes dans Photoshop. Dans l'exemple, carrément il crache un XML en fait, de description d'un truc. Soit moi je pense qu'il y a sûrement des librairies C# pour importer ton PSD à la main. En gros, pour venir surcharger le pipe de Unity. Si Unity, que ce soit un PSD ou n'importe quoi, lui il te renvoie une texture Flatten à son format. Mais rien ne t'empêche de dire, ok, moi je le relis moi-même, je vais chercher tous les layers qu'il y a dedans et je fais ce que je veux. C'est quelque chose qui est beaucoup plus abouti pour le pipe 3D. Dans Maya, tu peux rajouter des tas d'attributs sur tes GameObjects, enfin sur ta géométrie justement. Tu peux dire je sais pas moi, sur le bras d'un perso, je mets un attribut sur le point d'ancrage de la main, disant que c'est ici que la weapon va s'attacher. Ou ici, je vais dire, tu as un émetteur de particules qui fait une putain de flamme quand il fait un point. Et en fait, tout ce data-là, toujours par le biais de l'asset post-processor, comme là j'avais on post-process texture, tu as on post-process model, ou je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais c'est genre on post-process attribute. En fait, c'est pour ça que j'ai fait cette classe. Voilà, toutes les callbacks de post-process qui sont disponibles. C'est pas une bonne idée de se plugger dessus si tu fais rien. Donc là, par exemple, moi j'étais parti pour faire une classe virtuelle. C'est pas une bonne idée parce qu'en fait, à chaque fois que tu vas définir un post-processor, il va post-processer toutes les datas et tu vas ralentir ton import à mort. Et en plus, il va flaguer et tu as un principe de versionning en fait. Tu peux mettre à jour ton post-processor, tu incrémentes un numéro de version et tous les assets qui sont passés par ce truc-là, il va les re-importer. Si on décide de changer le format de nos textures, j'ai qu'à modifier le code, toutes mes textures repack, il va me les repacker et ils vont être au nouveau format. Donc c'est super puissant. Tout ça, ça passe par toute la métadata qui est associée à tous les assets. Si vous utilisez du versionning, habituellement tout le bordel c'était stocké dans la librairie, qui est un truc complètement fermé de Unity. Ici la métadata. Ça c'est une database, une espèce de SQL où en fait à chaque asset il associe du truc. L'avantage en fait depuis qu'il y a le versionning externe, c'est que tu peux te mettre en mode méta, en mode serialisation de texte et tu vois vraiment dans tes fichiers ce qu'il y a. Donc là par exemple pour ma texture de outline, là on voit déjà une texture importeur. Donc tout ce qui est défini dans la fenêtre là, tout ça c'est serialisé non pas dans la texture parce que Unity ne touche jamais aux assets d'origine, heureusement. C'est serialisé dans le méta, donc il dit voilà, est-ce qu'il y a des modes map, machin. Et à la fin, tu as un truc user data, où là moi j'ai mis mon petit marqueur à l'écran, j'ai dit je suis une outline. Et donc ça j'y ai accès. Et là-dessus, rien ne t'empêche d'aller serialiser un chunk XML de 100 kg, rien à foutre si tu veux mettre des kilos de data là-dedans. C'est du texte, donc c'est un peu chiant. C'est pas aussi souple que les préfab ou les scriptable objects, mais tu peux faire ça sur n'importe quoi. Tu peux même faire ça sur des folders en fait. Moi j'avais fait des trucs où tu dis ce folder-là de texture, par exemple c'est un atlas. Donc toutes les textures que tu vas balancer dedans, tu craches un atlas qui correspond. Donc pour les artistes c'est génial. Eux tu leur dis si tu drops ton truc, ils disent tu lui dis ça c'est ton folder de GUI et jamais ils vont toucher au mode d'import parce que là, encore maintenant ils ont simplifié donc tu dis que c'est une texture GUI ça va mais quand tu es en mode advance, merci. Là, tu as 50 textures de HUD à régler à la main à chacune. On dit ah moi je veux du bitmap et je veux pas de rapport et puis machin. C'est horrible.
sais pas si vous faites vos tools, parce que Unity à la base ils vendent ça pour un tool, il fait quand même pas mal de choses de base, mais tu peux affiner quand même ton workflow pas mal selon tes besoins. Alors le coup de changer les imports de n'importe quoi 15 millions de fois, alors que tu peux mettre un fly dans un dossier, puis avoir un post-processor qui te le modifie pour toi, c'est quand même puissant. Et puis là, quasiment tout ce que j'ai fait, j'ai essayé vraiment de limiter. C'est que des tools qui s'inscrivent dans le framework normal d'Unity. J'ai pas. Parce que tu vois souvent des tutos genre ouais, super, tu fais une éditeur window et puis boum, tu fais ton level editor dans ta éditeur window. Il n'y a plus qu'à tout refaire. Là, c'est que je me greffe au bon endroit pour augmenter juste ce que je veux, mais je profite de tout, quoi. Je profite de la symbio, je profite de la serialisation normale. Enfin, il n'y a pas de... On a essayé de rien hacker de trop folie, quoi. Je vais vous montrer du chaleur. Hein. Je le vois. Donc on change un peu les tout. Voilà notre super terrain avec ça c'est le même principe à les arbres, c'est une petite carpette où j'ai pas de remplissage, j'ai juste le contour en fait. Et on a un super shader de changement de saison. On a plus live. Ouais. En 2D. Attention, on arrive. Là c'est le bon. Là c'est. Alors c'est du montant. Là c'est vert. Et en fait, parce que là pour des arbres, ça pourrait être intéressant d'avoir un populate plutôt que. Ouais, c'est sûr. De toute façon, il y a des problèmes de clipping. Ouais, ben, ça fait carrément partie des trucs que je veux faire. En fait, c'est pour ça que j'ai fait l'architecture comme ça, c'est que le truc, il a besoin de rien de plus pour tourner au début que ce composant de carpette qui définit juste une forme, une surface ou une ligne, selon ta diplôme ou pas. Et donc après, rien ne t'empêche d'aller spawner des quads partout. Donc carrément. Même dans le remplissage d'ailleurs. Ouais, pour amener de la variété. Ça pour casser un peu le tiling, là, tu viens mettre un rocher ou je sais pas quoi. Donc c'est vraiment super extensif. Voilà les arbres. Ça rend bien. Ça c'est plus de l'art de décoration, parce que les arbres gameplay, oui, je pousseraient le nom de cette outline, oui, c'est un pourcentage de du points. background. Tu pourrais monter dessus, faire des trucs. D'ailleurs, le background. C'est ça le plus intéressant que le background, ce soit certains segments de ta carpette qui ont aussi un autre. Mon background, c'est une carpette en fait. Oui, mais justement, en fait, parce qu'ils sont attachés à la foreground, ils sont attachés à ce qu'il y a devant. Pas ce background-là. Ah, les arbres. Oui, voilà, les arbres, ouais. Oui. Qui soient, en gros, de pouvoir marquer certaines nœuds de ton Après, trait. vraiment, faut faire attention au couplage, parce que tout est trop automatisé. Mais j'en parlais tout à l'heure à Guillaume, qui disait, on pourrait très bien dire, tu mets des arbres que quand tu es en mode ground et quand tu es en mode rocher, non même pas. Donc comme ça, c'est généré tout seul. Après, il faut faire attention que ton level artiste va vouloir customiser. Mais justement, clique sur le gros terrain que tu as en dessous là. De pouvoir dire par exemple que ces trois segments-là sont des segments où il y a de l'arbre qui pousse. Ouais, enfin, par exemple, les deux sont sur les mêmes. Complètement. Comme ça, quand tu les places. Ça fait partie des trucs qu'on a fait sur la main. Typiquement, si vous avez vu la démo Legends, tu descends là. Enfin bref. Tu as des racines, une grosse racine à l'écran en fait. Et en fait, tu pouvais dessiner, plutôt qu'avec ta pointe, c'était des sections en fait. Tu dessinais tu disais un marqueur là, de début, de fin. Et par exemple, ça te fait des gouttes d'eau. Et en plus, tu peux le transférer pour gameplay aussi. Donc là, en l'occurrence, ça fait des glissements. Donc ça spawn des gouttes d'eau en populate. Et ça te change le matériau associé à la collision. Pour dire c'est du glissant. Voilà. C'était
Ouais, c'est componentisé, tu fais ce que tu veux. Et là, l'éclairage pour l'instant, c'est du. Un autre truc que je veux faire, c'est pouvoir greffer arbitrairement N'importe quel objet, l'associer au contour en fait. Ouais. Tu as un cube ou tu as n'importe quoi, une IA, un arbre justement, mais qui est peut-être animé, qui est peut-être un acteur, pas du tout une carpette. et tu vas me dire, ton point d'approche, Mais en fait, il est lié à un segment de. de point de contrôle. Quoi. Bah, ouais, je sais pas. Il y a l'éclairage pour l'instant, c'est du. Ah oui. C'est des carpettes aussi. Ah oui, alors ça, Des carpettes. on en a un. Donc là, super démo. Tout le monde a souci a trouvé que c'était vraiment bien ce que j'ai fait cet après-midi. C'était du bon goût. Donc en fait, on a un shader à custom qui déjà fait le changement de saison. Là. Et en fait, là, j'ai voulu highlighter ce truc là. Et ici, j'ai voulu assombrir parce que c'est menaçant. Et donc, en fait, j'ai des petites carpettes en plus là. Pourquoi j'ai pas les points de construction? Ah, parce que j'ai réussi ça. Et ça, en fait, ça me change. Ça va m'écrire dans un super buffer. Donc toujours pareil, je peux éviter les machins. Ça va m'écrire dans un super buffer, une grandeur texture qui ensuite va assombrir. Donc là j'ai de la lumière blanche et là j'ai de la lumière noire. Attends, je vais déplacer l'edge. Waouh, putain, il est ça en dessous. Du coup, ça, on peut pas le faire avec une version Unity gratos parce que ça rend un G-buffer de lumière où tu peux dessiner toutes les lumières dedans. Et après, une fois qu'elles sont dessinées, quand tu es en train de dessiner le sol, ça va regarder dans cette texture de lumière qui fait tout l'écran. Et ça veut dire est-ce que je suis éclairé plus ou moins. Et c'est ça qui marque tout pour le changement de saison pour l'instant. Après, on a des trucs plus compliqués où on fait grossir de la neige, vraiment bouger le sol à cet endroit-là. Mais c'est des tests. Je pense qu'ils font comme ça dans les gens qui ont un éclairage. C'est bien, c'est que c'est du. En gros, ça revient du déferlandum. Ouais, c'est du déferlandum. C'est qu'il n'y a pas des sources de lumière qui pompent. Tout ça, c'est. En gros, c'est des surfaces de lumière et. Une fois qu'on a rendu toutes les surfaces, et derrière, c'est grave. En fait, le prix d'une lumière, en fait, c'est le prix de 1000 lumières, c'est pareil. Grosso modo. Et du coup, si tu as envie d'avoir un champ de luciole qui chaque luciole est une lumière, tu peux le faire parce que ça va juste coûter de dessiner 100 poils en plus quand tu fais la phase de rendu des lumières, plutôt que d'aller rendre 100 fois un objet s'il est affecté 100 fois par la light, ce qui est fait normalement dans le rendu classique. Quand tu as un objet qui est éclairé 2 fois, il est rendu 2 fois. Là, en fait, c'est découpé et on rend les lumières avant dans un buffer. Et après, en fonction de ce résultat-là, on a déjà la combinatoire des lumières qu'on utilise pour dessiner qu'une fois un objet. On dit donne-moi la couleur à cet endroit-là, la lumière. Ça sépare la. Je peux peut-être montrer vite fait. En gros, on a 2 caméras. Une caméra qui est setée pour drawer que le layer mask, le layer light, et qui aussi draw en premier. Donc dans layer light, j'ai mes lights, là, layer light. Et donc en fait, c'est justement pour ça que là, j'ai dit dans la scene view, moi je veux pas voir le layer light parce que sinon ça me fait ça, ça me fait des gros trucs blancs. Et donc en fait ça rend. Je sais pas pourquoi c'est aussi. Ça rend. Ouais, bon. Ouais, on a encore un truc de hack un peu fou derrière. En gros, ça te fait des trous dans la texture.
ça te rend juste les carrés noirs à l'avant. Et ensuite, la caméra main, c'est l'inverse, elle rend tout sauf light. Et ça combine les deux. Et ouais, donc juste pour la tester sur le petit. La plupart du temps, je ne veux pas voir mes lights parce que je veux juste voir l'effet que ça fait. Et puis quand je veux les éditer, je veux les voir. Donc j'ai fait un super bouton là qui va changer dynamiquement en fait l'effet de ce truc. Tu optimises le mouvement le nombre de clics. Encore une fois, extensibility quoi. Et ça m'a pris environ 2 minutes 30 à faire, je suis trop content. Donc utilisez Unity, faites votre tool. Unity c'est vraiment juste une base pour. C'est comme un outil de modding, mais sauf que tu peux modder n'importe quel jeu. Mais donc après, il faut faire ton sous-engine dans l'engine. Parce que moi j'ai vu la référence à faire des game objects massivement. Mais ouais, tu peux faire des trucs avec des carpettes. Justement, moi je voulais pas utiliser des game objects. Ça bouffe quand même pas mal. Si je sais que chaque point avait un game object. Là j'aurais eu une hiérarchie de malade. J'ai 500 child. Alors pas parce que ça bouffe, c'est une liste de vecteurs de gauche. Un peu plus que vecteurs de gauche. Voilà, le touche de Benoît. Tu fais des slow claps après, c'est toi. Je t'ai vu. Ouais, donc voilà, l'éclairage, moi j'aime bien faire des éclairages encore plus dynamiques où tu castes de la lumière, où tu as le soleil et tu castes et ça fait l'ombre tout seul. Un peu comme ils font dans Rayman Legends. En gros, en fait, ce que vous voulez faire, c'est Rayman Legends en fait. C'est la légende de Rayman. Non, vous voulez refaire Rayman Legends. Mais non, avec un renard, parce que le renard, On a un gros pipeline de dés pour faire un jeu de dés. Et pas passer par Blender pour faire un jeu de dés. Ouais, parce qu'au début on faisait ça dans Blender. Après, ce qui est bien, c'est que si tu as beaucoup de ton pipe qui passe par tout ce principe-là, typiquement caster une lumière, là, c'est pas la folie, quoi, parce que tu as déjà tous tes points, ta géométrie, elle est connue, quoi. T'as pas des trucs, des modèles qui viennent de je sais pas quel modeleur, qui sont hyper complexes, je sais pas quoi, là, tu as quelques points de contrôle. Tu peux même faire tourner peut-être Box 2D pendant l'édit, si tu as besoin de faire des cases de collision ou quoi. Donc voilà. Ouais, ça revient à la c'est deux requêtes sur les bords. Oui, s'il vous plaît. Donc on va essayer. On est un et du coup, je vais faire un truc joli. Et que ça soit modulaire pour. Genre, le LD il dit il faut en mettre de plus ici, qu'il n'ait pas 3 heures pour changer un mètre de terrain dans un truc. D'avoir pas à remplacer 15 arbres pour enlever un mètre de terrain et pour pas avoir à en faire un petit truc. Donc c'est essayer de perdre un peu de temps au début pour faire des tools et après en gagner. Parce que nous, la première itération de CZ, ce qu'on a fait, on a fait un peu l'erreur d'avoir des tools un peu chaud. Une fois que tu as les tools, déjà c'est plus motivant pour travailler. Il y a ça. Et ouais, que tu galérais à dessiner ou faire des trucs un peu multipliés partout. Parce que ça marche aussi. C'est la pseudo vraie 3D en plus. Tout est fat, mais on est en 3D, on n'a rien fait de spécial pour rendre à part les lumières. Donc si on veut de la parallaxe, c'est gratuit, il faut changer de tête. Ouais, je fais des cahiers obligés derrière et je parallaxer tout seul. Parce que voilà, après les jeux, genre par exemple Aquaria, je sais pas si vous connaissez, le mec il avait des petites textures de sol et il piquait, il faisait des sols comme ça. Et on le voyait faire, il allait bien, ça rendait bien, mais après dès qu'il voulait modifier un mètre de terrain dans son truc, il a intérêt de faire le LD du niveau avant, de faire tester le jeu aux gens pour savoir s'ils comprennent le LD et puis après se drafter par-dessus. Ce qui n'est pas super cool, parce que le mec qui teste le jeu, il voit des vecteurs partout, il voit pas l'univers. Parce que là, s'il y a un problème de
je peux le modifier quand même rapidement. Et c'est le but. Donc on a l'expertise de Benoît qui a travaillé sur la data. Et Herman, ils ont quand même un bon moteur. Quand vous avez vu les vidéos qu'ils mettent, puis le résultat qu'ils ont, vraiment ça, ils sont nombreux, mais ils sont pas si nombreux que ça, et ils n'ont pas si longtemps que ça à faire le moteur et le code. Ça veut dire que leur pipe, ils sont pas. Donc voilà. Je ne sais pas si vous vouliez partager vos tips, parce que nous, voilà, par exemple, on a le render mesh qu'on aimerait bien faire sans avoir des renders components et des trucs comme ça, mais on n'a pas trouvé comment faire le picking dans la ligne. Ça va trouver. Je ne sais pas si vous avez des tips ou des problèmes dans Unity ou qu'on puisse s'entraider. C'est la section entraide. Genre, tu voulais dire quelque chose? Ouais, mais c'est peut-être un peu bizarre. Mais je ne suis pas programmeur. Donc, voilà. Quand on fait des trucs comme ça, par exemple quand tu parles du picking et que tu en parles aux gens qui sont là, c'est cool, mais est-ce qu'ils vont réussir à le refaire facilement? Bah non, mais c'est juste déjà d'avoir conscience que si tu passes par des graphistes gros mesh directement, tu feras plus le picking, il faudra trouver un moyen pour refaire tout. Alors, après, on a la mini, on peut s'entraider. Ouais, voilà. C'est sûr qu'en voyant le truc, là, en voyant le porteur, là, on a vu 3 secondes de la classe, je pense que personne ne pourra le refaire direct en sortant. Voilà, l'idée c'est de montrer ce qui est possible, quoi. Ce qui est possible, ce qui est un petit peu compliqué, ce qui est archi facile, enfin voilà. Avoir conscience que ça existe, après derrière il y a la doc, il y a le domaine, pourquoi pas quoi. C'est vraiment, il y a énormément de choses dans Unity qui sont extensibles. Par exemple, le monsieur Shader, là, si on a des questions Shader, il faut s'adresser à LiveCode. On le sait. Donc, si on a des problèmes de compute Shader, il faut s'adresser à la France. Mais après, Si c'est avoir. quelqu'un crée un outil, c'est compliqué de le mettre en accès libre à n'importe qui. Bah après, par exemple, ça c'est outil moi je pense qu'on va essayer d'équiper du reste du moteur, mais après c'est sûr que quand tu fais un jeu, des fois tu as tendance à mettre tout au même endroit. Pour redécouper ce qui était outil de ce qui sert à toi que pour ton jeu, c'est difficile. Mais là, comme il est parti, par exemple, ça on pourrait le proposer, je sais pas, sur la Store, je pense que ça serait jouable. Les gens auraient ce truc, ils iraient voir le code s'ils veulent voir le code, mais après, encore l'utilisation, je trouve qu'elle n'est pas encore assez facile. Il faut aller créer un mesh à la main et tout, mais ça tu peux l'automatiser, c'est super. Exactement. Et une fois que ton. Bah, et puis après, tu fais des trucs là. Mais c'est sûr que refaire le truc que je t'ai envoyé en 2 secondes, même dans les confinities qu'ils font, ils montrent ce qui est possible de faire. Genre, quand ils avaient fait les nouveaux inspecteurs, où tu pouvais faire la multisection dans la CMU et ça marchait tout seul avec les custom inspecteurs dans l'inspecteur. Ça n'existait pas avant, ils ont montré, ils ont dit que ça existait, après tu vas voir, tu fais un arrêt sur l'image sur les vidéos, je sais pas. Mais c'est sûr que même si t'es programmeur et que t'as vu ça, pour refaire derrière, je pense qu'il y a pas mal de trucs qui ont été faits que Benoît n'a pas évoqué. C'était pas vrai. Que moi je ne saurais même pas refaire, tu vois. Je sais juste à peu près comment il a fait. Bah, c'est sûr, vraiment tout commence par savoir le possible. Par exemple, du coup, des handles, moi je ne serais pas passé par l'handle, j'aurais fait un truc beaucoup plus lourd que ça, j'aurais fait des game objects que tu peux aller piquer. Ça aurait été moche, ça aurait été. Il y avait plein de hiérarchies devant. La différence entre lui et toi, c'est que lui, il a eu la doc. Ça existait. Il la doc. Ah, c'est ça. Moi, j'ai pas la doc. Mais la doc et puis la communauté, quoi. Puis il fait du réflecteur aussi. Il veut voir comment ça marche dans le picking de. Typiquement, ce truc-là, maintenant c'est possible sans tricher. Mais moi, la première fois que j'ai fait ce truc, c'était avec la réflexion et j'ai fini sur le forum. Par exemple, le picking, tu as regardé comment le gizmo de principal il évaluait sa distance et ça a été une sacrée compris parce que c'est pas super documenté non plus. Ouais, Donc s'il faut aller lire le moteur pour comprendre comment ça marche. Il y a des trucs qui ne sont pas documentés du tout mais qui sont accessibles. Il y a des trucs qui ne sont pas accessibles, ils ne sont pas documentés mais que tu peux accéder. Non, je sais que vous n'avez jamais la modalité très mauvaise, mais je parle.
Et ça, c'est effectivement. Là, je connaissais, parce que j'ai fait 3 tutoriaux dans le dernier, parler de cloud editor. C'est vrai que sur la gestion c'est ça que la Dodge Unity, souvent très incomplète, heureusement qu'il y a la communauté qui a écrit les choses, on a une sorte dans les forums pour pouvoir trouver des trucs, parce que la Unity, forcément, C'est sûr. Voilà. Donc si des gens vous voulez présenter les trucs pour le machin, n'hésitez pas. Les computers. Mais donc je sais pas si vous avez des gens qui ont trouvé des tips, des trucs de ouf, qui ont des bugs en outil, je sais pas. Si vous voulez faire partager votre truc, c'est le moment, sinon on fera parce que des problèmes, j'en ai plein, des bugs j'en trouve aussi de temps en temps, mais là maintenant je là, tu n'as pas un bug qui ils en parlent. Ça c'est un argent complet, voilà, je ne pense pas discuter maintenant. Alors, je faisais des tips, quand moi je fais un truc comme ça, j'aimerais juste avoir ça comme outil, juste pour pouvoir faire ce dont je te parlais avant. C'est un truc aussi complexe, ce dont je te parlais avant, mais voilà, on sait bien de faire un truc comme ça, c'est super balèze. Moi, il y a un truc, c'est là que j'ai découvert récemment, grâce à Guillaume, on a fait une introduction au shader. C'est un petit shader Reveal Backface. Et ben, c'est super pratique de savoir quand tu essayes de générer la géométrie et que tu draws des triangles que tu vois pas parce qu'ils sont à l'envers. Et ben quand tu vois du rose, tu sais que c'est presque, mais bon, c'est à l'envers. Voilà, on a des shaders double side Reveal Backface. Et ça, c'est un putain de bon. Ça, par exemple, dans un de mon livre, il n'avait pas, parce que quand j'ai fait du GPA dessus, j'ai vu qu'il y avait des faces inversées. C'est genre. C'est pour pouvoir faire des trucs. Du coup, c'est marrant, là. Il y a des problèmes déjà. Mais ouais. Donc, je pense qu'il y a pas de question, on peut rediscuter la propose. Je vous remercie Benoît pour ça. Si vous avez des questions, vous savez avec pareil, c'est Benoît. J'ai fait 4 textes. Et une petite attaque. Il y en a 3 qui connaissent ici. Voilà. Donc le prochain c'est le 20 juin, dans 2 semaines. Donc il y aura peut-être, je sais pas si vous aviez prévu quelque chose, les computes chez leur team, hein. Je sais pas. En tout cas, il y aura Rémi, un designer du BI qui tu dois connaître, qui a fait un jeu en parallèle du BI et qui va venir présenter. Alors je sais pas s'il veut le pitcher ou s'il veut présenter ce qu'il a fait et comment il l'a fait. Parce qu'il n'est pas programmeur du tout. Donc il va montrer comment il s'est démerdé avec Unity pour faire ça. Et le designer, c'est qui programmeur? Rémi Gaillard. Pas Gaillard. Pas Rémi Gaillard. C'est marrant. Un jeu où tu démarres pas. Mais ouais, donc il viendra, c'est sûr, présenter ça en première partie. Après, en deuxième partie, il y avait William qui voulait présenter des frameworks un peu bas niveau. Pas William. Un autre William Day. Donc ça sera plus hors Unity, ce sera des SFML du LoveDB, du SDL. Et puis, parce que lui, il a utilisé pas mal de frameworks et il pitchera pas mal sur les frameworks. Et il trollera pas mal sur les trucs. Et puis peut-être comparer avec Unity au final, ça apporte la Unity. Donc si vous avez des sujets, je sais que la team compute, je les pousse pas mal, là, ils doivent traquer nerveusement. Parce que c'était bien, c'est bien de montrer, je sais pas si vous étiez là pour nous montrer leur shader, c'était l'enfer, c'était le triple A. Donc voilà. Voilà. François, on est dans le noir encore. Donc voilà. Donc, si vous avez plus de questions, je pense qu'on peut arrêter là. Ce sera le mug qu'on a arrêté le 21h30. On va pouvoir l'avoir sur le et du coup, si vous voulez rester discuter ou machin, ou de toute façon, on va faire un jeu. On a 1 heure là pour faire un
Jam, c'est ça, il y a un post comme ça, c'est pas comme si de plus en plus, maintenant c'est 2 heures déjà. Ils ont proposé ça pour les gameplay, et apparemment je peux faire ça avec les envies que on avait le droit d'utiliser la banque de YouTube, donc peut-être que je vais le rappeler. Sinon, on peut faire le programme inverse, on met un gros micro là qui nous montre le projet sur le site. C'est intéressant. Je vais être au micro. C'est ça. Super parti. Gameplay, c'est MF. Bonjour. C'est bon? Tu as un message à passer? La vidéo de moi en train de dire que j'aime pas qu'il faut Gameplay. Ouais. Déjà bonsoir, je t'ai pas vu avant. Voilà. Est-ce que tu sais s'il y a un balai quelque part? Merci. Non, quand William allait parler il allait comparer les différentes technologies disponibles en ce moment.